Cher Patrick, Madame la Ministre, cher Thibio, chers amis, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir ce Giverny de l'inclusion, certainement dans cette belle maison du MEDEF, au nom du collectif des entreprises engagées pour une économie plus inclusive, qui est partenaire de cet événement. C'était en 2018 que j'étais dans mon bureau avec Emmanuel Faber. C'était au moment de la crise des Gilets jaunes où on s'est dit on ne peut pas, attendre jusqu'à l'État va régler tout. Il faut que les entreprises agissent. Il faut qu'on réfléchisse ensemble quelles sont les actions concrètes que les entreprises peuvent prendre pour répondre aux enjeux de l'inclusion. Et depuis, beaucoup s'est développé, beaucoup plus d'entreprises font partie et on a vraiment travaillé avec détermination sur des axes très concrets pour y arriver. Comme assureur, je regarde chaque année les grands risques de ce monde et les 10 grands risques n'ont pas vraiment changé année par année. Il y a un seul risque qui m'inquiète le plus, à part bien sûr des risques de cyber, risques climat et autres, c'est le risque de la cohésion ou manque de cohésion sociale. Parce que ça fait partie de notre corps de société, de notre État, mais aussi de l'État stable dans lequel on travaille. Et comme j'ai dit avant, les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans. Oui, l'État est en première ligne là-dessus, mais pas uniquement. Les entreprises comme acteurs et acteurs responsables dans ce pays ont un rôle à jouer et avec une coalition des entreprises, on peut quand même faire bouger les choses. Si je regarde aujourd'hui, à peu près 7 ans après, où sommes-nous avec le collectif des inclusifs? On peut clairement dire que notre méthode a fait ses preuves. À l'époque, je me rappelle, on a fait une liste de 12 entreprises et on a dit avec Emmanuel, chacun contacte 6 pour vite monter ce collectif. Aujourd'hui, nous sommes à 38 entreprises et j'espère que ce nombre va encore grandir. Deuxièmement, on n'a pas uniquement créé ce collectif dans cette belle ville de Paris, parce que la France est plus grande que Paris, et certainement les problèmes sont plus graves quand on s'éloigne de Paris. On a aujourd'hui aussi 15 collectifs locaux qui travaillent sur les mêmes sujets et qui travaillent avec les communes et leurs ambitions. Quels sont les grands axes qu'on a définis à l'époque? Et l'idée était toujours de créer ou de se focaliser sur peu d'axes et avoir toujours une mesure pour voir est-ce qu'on a eu du succès ou pas. Et bien sûr, travailler avec une structure qui est très légère pour éviter une bureaucratie qui n'est pas nécessaire. Le premier vecteur était comment on peut aider avec les membres entreprises de ce collectif pour booster l'apprentissage. C'était à l'époque, et j'espère que c'est aussi le cas encore aujourd'hui, une des priorités du gouvernement. On s'est fixé un objectif d'avoir 6% des effectifs comme apprentis dans chaque entreprise. Le deuxième vecteur était sur le mentorat dans nos groupes, en visant que 1% des salariés sont investis dans les actions de mentorat et 100% des directeurs généraux qui font partie du collectif sont engagés dans le mentorat. Troisième axe était autour des achats inclusifs. Achats inclusifs, à l'époque, on a défini aussi dans une manière simple,
c'était des petites et moyennes entreprises localisées en France pour qu'on puisse vraiment aider le développement de notre économie locale. L'idée était là aussi d'augmenter les achats auprès des fournisseurs, en particulier du handicap et de l'insertion, de 30% dans 3 ans, qui fait que 200 millions était le chiffre qui doit être atteint dans ce secteur. Et une dernière axe, et c'est peut-être là où c'est le plus difficile, on a dit qu'on veut travailler en partenariat avec les entreprises membres pour développer des produits qui sont adaptés aux besoins des ménages les plus modestes, avec un objectif de toucher 500 000 foyers fragiles. On a très bien progressé sur la plus grande partie de ces quatre axes. Certainement, les premiers trois nous sont bien en route, et avec notre système de toujours mesurer où nous sommes et de nous confronter avec la réalité des chiffres, on a fait bouger les entreprises. Je dois aussi dire que sur la 4e, on a encore une marge de progression. On a lancé quelques produits adaptés, mais je rêverais qu'on pourrait encore faire beaucoup plus. Pourquoi est-ce que c'est important d'organiser un tel événement aujourd'hui et de parler de l'inclusion? Comme je vous avais dit que le risque de l'inclusion ou de non-inclusion, le risque de la fracture sociale est, à mon avis, le plus grand risque qu'on a, le risque le plus difficile à identifier et à comprendre. Et si on voit la période dans laquelle on vit, avec toutes les fragilités sociales qui sont autour de nous, je pense qu'il est clair que cette période exige de parler sur ce sujet, mais pas uniquement de parler, mais de trouver aussi des axes de solution pour avancer dans un contexte politique, économique et certainement budgétaire qui est difficile. Et ça nous rappelle aussi de notre responsabilité comme entreprise. Nous sommes ensemble dans ce défi avec l'État. Nous sommes là pour aider, nous sommes là pour forger des collaborations avec l'État, mais aussi des collaborations entre nous, parce que c'est une attente de notre société, et beaucoup des gens qui sont dans ce segment des foyers modestes sont aussi nos clients, sont aussi nos salariés. Et en étant entreprise responsable, il est important de prendre cette responsabilité. Et aujourd'hui, en France, on pense, quand on pense à l'inclusion sociale, que c'est une petite partie de notre société. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on regarde les faits, à peu près 80% des Français les plus modestes ont du mal à faire face à une dépense imprévue autour de 500 €. Ça veut dire leur vie est à risque, leur statut est à risque, et on est là pour essayer d'aider ses clients. Chez AXA, par exemple, on a pris ce défi vraiment au sérieux, et on a, par exemple, l'année dernière, lancé une nouvelle gamme des produits autour de l'assurance inclusive pour essayer de focaliser des nouveaux produits sur le besoin de ces gens des foyers les plus modestes, mais pour vraiment les aider. Par exemple, parmi eux, beaucoup des parents monoparentaux, beaucoup des micro-entrepreneurs qui sont à risque aujourd'hui, qui ont du mal à stabiliser leur vie. Si l'assurance peut aider à stabiliser leur vie, à contribuer à développer leur vie, c'est important et on peut faire la différence. Bien sûr, ce n'est pas un travail qui est facile,
parce que dans les grandes entreprises, vous avez beaucoup de gens qui ont déjà travaillé dans les pratiques anciennes pendant des années et, par exemple, changer l'approche, changer la gamme de produits, ça ne se fait pas vite et ça ne se fait pas sans conviction et sans discipline de pousser les gens, de laisser tomber les anciennes pratiques, de pousser les gens dans une innovation qu'on n'a pas encore vue jusqu'ici. Après quelques années de travail au sein de notre collectif inclusif, il est aujourd'hui le moment d'un côté de faire un bilan, mais de l'autre côté de regarder au-delà de ça et de se dire 2025 est aussi une année pivot dans laquelle on est fier de tout ce qu'on a fait ensemble, mais où on est aussi à la démarche sur un nouveau cycle, sur une projection vers le futur. Et je suis très heureux, comme je vous avais dit, que les chiffres consolidés pour 2024 confirment qu'on a réussi nos objectifs quand on a mis en avant, qu'on a aujourd'hui beaucoup des directeurs généraux eux-mêmes qui sont très engagés. On se voit 3 fois par an pour un dîner ensemble, pour discuter les grands défis, pour voir comment on peut avancer ensemble, toujours en échangeant des bonnes pratiques entreprise par entreprise. Mais comme je vous avais dit aussi que cette année, après 7 ans, il y a aussi l'année pour dire, OK, on veut faire quoi dans les prochaines années? Quels sont des objectifs ambitieux pour la prochaine phase? Et c'est pourquoi il est important que beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui ici. J'aimerais remercier vraiment toutes les entreprises, tous les dirigeants du collectif qui ont sponsorisé les groupes de travail et tous les représentants qui sont aujourd'hui parmi nous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Vous avez plus tard des tables rondes et j'aimerais vraiment que vous discutiez des choses différentes. La question, quelle est l'attente aux entreprises de la société pour les prochaines années? Qu'est-ce que l'entreprise doit remplir, comme Patrick l'a dit, comme vecteur de stabilité et vecteur de confiance dans notre société? Deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez sont des objectifs ambitieux à atteindre pour les prochaines années? Et 3, et ça pour moi c'est presque la question la plus importante, quelles sont des pratiques efficaces et inspirantes que vous avez vues, que vous avez pratiquées, qu'on peut, je veux dire, copier, coller l'un et l'autre? Pour nous, il est important que cette dynamique du collectif continue. Il est important qu'il y ait plus des entreprises qui nous rejoignent dans un contexte qui est difficile et dans un contexte dans lequel nous avons besoin de soutenir le gouvernement et les pouvoirs publics dans leur travail colossal. Et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux que la ministre Aurore Bergé a accepté notre invitation et je vais désormais lui céder la parole. Merci.